Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 13 janvier 2017 et c'est encore et toujours avec le même honneur, le même plaisir que nous rentrons chez vous pour vous présenter une émission assez spéciale aujourd'hui et la première en cette année 2017. Nous profitons aussi de cette occasion pour vous souhaiter à tous et à chacun de vous une bonne et heureuse année remplie de santé pour que vous connaissiez du succès et ainsi que le bonheur. Aujourd'hui 13, c'est le lendemain du 7e anniversaire du terrible tremblement de terre qui a frappé notre pays. C'était le 12 janvier 2010. Et aujourd'hui, nous, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir ici à Télécapoise un invité de marque qui va nous parler un petit peu de ses activités, de ses projets, de ses ambitions, de ses perspectives. Et pas pour lui personnellement, pour lui et aussi pour son pays. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir, d'honneur que nous accueillons M. Peter F. Mulwin, qui est l'ambassadeur accrédité en Haïti depuis 2015. Et c'est avec lui que nous allons avoir une conversation très détendue, une conversation au cours de laquelle il va nous apporter beaucoup d'informations, beaucoup de précisions, beaucoup d'éclaircissements dans les relations qui concernent les deux pays, Haïti et les États-Unis d'Amérique. Sans trop tarder, nous saluons M. Mulwin et nous vous disons bienvenue chez nous au Cap Haïtien. Et c'est aussi l'occasion pour vous souhaiter les vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2017. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir d'être au Cap Haïtien et je partage les meilleurs vœux à vous et à tout le monde, votre public de Télécapoise. Ok, donc nous savons que votre pays est en train de vivre une période de transition et parce que le 8 janvier a donné un verdict et, au cours duquel M. Donald Trump a été élu président de votre pays. Et comment êtes-vous, comment vous sentez-vous et au cours de cette période de transition? Oui, en fait, nos deux pays sont en transition et ce qui, en fait, on peut en parler après, c'est très intéressant pour nos relations aussi. Mais bon, pour l'instant, il reste quand même une semaine dans l'administration du président Obama. On est en pleine transition, il y a des auditoires de confirmation pour les ministres potentiels cette semaine qui ont commencé. Alors, pour nous, on fait la continuité, on assure une continuité dans la politique actuelle en attendant les signaux de la nouvelle administration. Mais comment la vie est maintenant à l'ambassade? Est-ce qu'on est un peu anxieux? Est-ce qu'on est perplexe? Est-ce qu'on est un peu dubitatif pour son poste, pour sa position là-bas? Non, pas du tout. En fait, pour moi, je suis diplomate de carrière et depuis bientôt 29 ans, j'ai vu plusieurs transitions. C'est, comme je l'ai dit, c'est toujours plutôt un moment d'attente parce qu'on attend les signaux pour les grandes lignes et puis les politiques spécifiques de la nouvelle administration. Mais entre-temps, nous continuons avec la politique en cours et il faut dire quand même dans les affaires étrangères, en général, les grandes lignes ne changent pas de beaucoup d'une administration à une autre. Mais pour les deux pays, entre Haïti et et les États-Unis d'Amérique, comment ce changement de président chez vous, comment pensez-vous que cela va affecter la vie politique haïtienne? Puisque vous intervenez assez souvent et beaucoup dans la vie politique en Haïti. Je ne vois pas un grand changement. Bon, bien entendu, je ne sais pas encore parce que la nouvelle administration n'est pas en place, mais d'après les signaux que j'ai vus jusqu'ici, je n'imagine pas qu'il y aura de grands changements dans les relations entre les États-Unis et Haïti. Il faut voir que, bon, d'abord, nos liens sont forts et profonds.
Haïti a de grands supporters au Congrès américain, des deux côtés du couloir, comme on le dit, dans les deux partis politiques. Alors je ne vois pas que ça va provoquer un grand changement avec l'arrivée de la nouvelle administration. Ok. Et aujourd'hui, vous êtes au Cap Haïtien. Oui. Donc, c'est pourquoi spécifiquement, c'est l'objectif de votre présence ici avec nous. J'aime bien venir au Cap tous les 3 mois. J'essaie de venir parce que d'abord, c'est une ville importante. Et il faut dire qu'il faut quitter Port-au-Prince pour comprendre ce qui se passe vraiment en Haïti aussi. Mais je suis venu exprès ce week-end parce qu'il y aura un concert le samedi soir au Palais Sans Souci, un concert de paix et de réconciliation qui est ensemble de chorales, de groupes musicaux. Il y a l'école de musique Sainte Trinité de Port-au-Prince avec deux ensembles avant de deux grandes universités aux États-Unis, de Yale et de Cornell. Alors ils font un concert ensemble. L'ambassade soutient cet événement et moi je ne peux pas imaginer un endroit plus idéal à avoir un concert et à promouvoir la paix et la réconciliation que le Palais Sans Souci. C'est très flatteur pour nous autres de considérer le Palais Sans Souci comme un cadre très enchanteur. Oui. Merci au nom de la République. Non, c'est un plaisir. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup venir au Cap, parce que c'est une ville agréable qui a un goût de vivre qu'on ressent, mais aussi les alentours de Cap, le Grand Nord, comme on dit, sont splendides. Et surtout les grands monuments, avec le Palais Sans Souci et la citadelle, ce sont des endroits vraiment fabuleux. Parlant du Grand Nord, je sais que les États-Unis considèrent le Nord comme un territoire prioritaire pour l'implémentation de projets. Donc, faites-nous un état général de vos projets pour le Grand Nord. Oui. Comme vous l'avez dit, notre stratégie d'assistance depuis le tremblement de terre était d'appuyer 3 régions différentes. On disait des couloirs économiques, et dont le Grand Nord. Alors nous avons, si on regarde par exemple la période de 2014 à 2018, il y a une enveloppe à plus de 250 millions de dollars pour en fait agir comme catalyseur pour essayer de donner un coup de main à l'économie du Grand Nord dans plusieurs domaines. C'est une question il y a des projets d'infrastructure, mais il y a aussi du soutien aux agriculteurs et dans plusieurs domaines. Ok, mais présentement, quels sont vos projets prioritaires qui sont en train d'être exécutés? Okay. En fait, c'est ce que je fais puisque je suis là pendant 2 jours. J'en profite pour visiter plusieurs projets qu'on a ici et autour. Ce matin, j'ai visité la prison civile, par exemple, où nous finançons un projet de santé pour donner des soins médicaux aux détenus, pour essayer de faire un peu de prévention, pour ne pas avoir des problèmes là. Mais en ce qui concerne les grandes lignes, maintenant, il y a en ligne le grand centrale électrique de Caracol, qui a été un projet de plus de 40 millions de dollars et qui, en fait, la très bonne nouvelle de cette centrale électrique était que c'était fait d'abord pour fournir l'électricité au parc industriel de Caracol, mais en fait, maintenant, ça desservit plus de 10 000 personnes, des habitations dans les villes autour de Caracol.
Nous sommes sur le point de lancer un grand projet pour la réhabilitation et la modernisation du port de Cap-Haïtien qui a une valeur de plus de 80 millions de dollars. Comme je l'ai dit, nous avons un programme très intéressant que j'ai visité plusieurs endroits de soutien aux agriculteurs pour améliorer et moderniser la production du riz, du cacao et des bananes. J'irai de même à l'hôpital à Milo de Sacré-Cœur où nous avons financé un programme pour aider les gens qui sont séropositifs. Voilà à peu près, il y en a d'autres pour soutenir l'économie. On a en fait construit au début et maintenant on vient de rajouter des dortoirs au petit port de la station de la gare de Côte pour avoir un contingent de BLTS là aussi. Alors c'est un peu dans plusieurs domaines, comme vous voyez. Mais pour ces projets, est-ce que vous rassurez de la bonne exécution de ces projets? Parce qu'il est, il est bruit que le projet de Caracol que vous avez financé a connu de graves difficultés dans la construction des maisons auxquelles on a dû faire des réparations parce que préalablement c'était très très mal construit. Est-ce que dans ce cas, cette aide que vous nous donnez, que vous donnez au pays, n'est pas un peu de perte de temps, d'argent, d'énergie pour devoir construire et réparer très peu de temps après? Moi, j'espère bien que ce n'est pas une perte de temps et de ressources. Et c'est toujours un grand souci pour nos projets d'assistance. Moi, je suis, en fin de compte, je dois rendre compte aux contribuables américains surtout. Je suis là surtout pour ça. Alors, c'est toujours une question de bien vérifier que la mise en œuvre des projets est efficace et que les ressources ne soient pas gaspillées. Je dis franchement que vous avez complètement raison en disant que la qualité des logements, le ECAM, comme on dit, autour de Caracol, n'était pas à la hauteur. Et moi, j'en étais pas content de voir à quel point nous avons eu des difficultés avec la construction de ces logements. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'apprendre des fautes, de voir comment ça s'est passé. Nous avons entamé une enquête pour voir qui est responsable et pourquoi, pour essayer d'améliorer la prochaine fois. Mais comme vous l'avez dit, le plus important, c'est qu'on est en train maintenant de réparer, de réhabiliter ce qui n'allait pas pour que ces habitations soient au standard. Et je pense que dans les mois à venir, ça sera terminé. Nous l'espérons. Et aussi, on apprend de cette expérience pour les autres projets actuels et probablement les projets futurs. Oui, nous l'espérons. C'est toujours une espèce de monitoring continu. Il faut toujours surveiller, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, pour mieux faire la prochaine fois. C'est ça. Et au tout début de cette conversation, vous avez parlé que nos deux pays, les États-Unis d'Amérique et la République d'Haïti, sont en période de transition. Donc transition qui vient après des élections. Oui. En Haïti, on a eu aussi des élections. Quel est votre regard général, global de nos élections, des élections haïtiennes? Je pense que les élections du 20 novembre ont été une réussite malgré tous les défis, y compris les défis rajoutés par l'ouragan Matthew. J'ai l'impression, et ce depuis le printemps, que le Conseil électoral provisoire a bien fait son travail. C'était un groupe sérieux qui avait très bien organisé les élections, mieux formé les gens qui allaient gérer ces élections et mieux réussi à mettre des contrôles en place
pour assurer que ce soit des élections transparentes et crédibles. On se souvient qu'au début, Mhm. après le résultat de la commission de vérification, Mhm. les États-Unis, probablement très fâchés, ont dû enlever leur contribution financière. Mais par la suite, les États-Unis ont réalloué une petite enveloppe pour le processus électoral. Mais c'est à quel moment les États-Unis ont décidé de refinancer ou de rapporter leur contribution au processus? Comment cela s'est fait et pourquoi? Je reviens à la déclaration que j'ai faite tout à l'heure, que je dois rendre compte tout d'abord aux contribuables américains. Et notre expérience après la décision de reprendre les élections à partir de zéro était que nous avons financé au niveau de 33 millions de dollars les élections de 2015. Nous avons vu une décision de reprendre à zéro les élections avec laquelle nous n'étions pas d'accord, nous ne considérions pas que c'était nécessaire. Et vu cette situation, moi, je ne me sentais pas en place d'aller au Congrès et dire que nous ne sommes pas d'accord, mais nous allons donner encore de l'argent pour ces élections. Il faut souligner que malgré une décision de ne pas financer les élections, ce qui est un peu hors normal de toute façon, d'habitude ce sont des pays qui financent leurs propres élections, mais malgré cette décision, notre soutien au processus électoral sur le plan moral et politique était continu et sans faille. Nous avons toujours considéré que l'achèvement des élections était capital pour le pays et pour qu'il puisse avancer. Alors, pourquoi on a décidé de remettre de l'argent dedans? C'était facile. C'était l'arrivée de l'ouragan Matthew. Parce que nous avons vu justement que après notre décision, moi j'ai été assez impressionné par la réaction du gouvernement haïtien. Ils ont dit, bon d'accord, nous allons financer nos propres élections, nous allons trouver l'argent pour les financer. Et ils l'ont fait. Ils ont trouvé ça une question de souveraineté, de fierté. Et moi, j'étais impressionné par leur réponse. Et justement, arrivé au début octobre, on voyait les élections qui étaient sur le point de se dérouler d'une façon très bien, qui avait été très bien organisée. Alors, faute de personne, il y a eu le passage de Matthew. Alors, nous avons vu que malgré tout le bon travail du gouvernement, du CEP, pour organiser des élections crédibles, tout d'un coup, il manquait de l'argent à cause de l'ouragan. Alors nous voulions voir ces élections réussir et j'ai demandé à Washington de remettre de l'argent. Nous avons donné 5 millions de dollars pour soutenir les élections. Alors j'aime bien considérer que nous avons envoyé un signal fort en retirant de l'argent, mais nous avons aussi envoyé un signal fort sur le point que nous soutenons le processus politique en redonnant l'argent pour la logistique des élections. Est-ce que ce n'est pas une sorte de déception, de honte de la part des États-Unis de voir le processus continuer sans votre contribution généralement nécessaire, des fois même indispensable pour le gouvernement, pour la République? Et en constatant que le processus continue et financé par le Trésor public et que vous vous êtes senti un petit peu désorienté, et puis bon, les États-Unis, et que le processus avançait à pas de géant, et que pour garder toujours, et pour pouvoir avoir quelque chose toujours à dire dans la politique dans le pays, et que vous aviez décidé de faire ce petit financement. Non, pas du tout. Moi, je dirais le contraire. Le but
des financements d'assistance, c'est d'arriver, que ce soit pour les élections, pour le développement ou quoi que ce soit, c'est d'arriver au point où cette assistance de l'extérieur n'est plus nécessaire. Alors, justement, les élections sont une affaire nationale. Ça doit être des élections conçues, menées, financées par la nation, par le peuple haïtien. Et les États-Unis ne cherchent pas d'avoir une voix dans ces élections, un rôle dans ces élections. Au contraire, pour nous, c'était un grand signe du mûrissement du processus électoral en Haïti, que l'État est arrivé à le faire sans notre financement, mais aussi que le processus s'est achevé d'un bout à l'autre, ce qui n'était pas toujours le cas dans les dernières élections. Le processus a été respecté du début jusqu'à la fin, avec un résultat que tout le monde a l'air d'accepter comme légitime. À tout le monde, est-ce que vous faites partie de ce tout le monde qui a l'air d'accepter le résultat? Absolument. Nous avons vu les observateurs domestiques et internationaux qui avaient été impressionnés par la qualité des élections. Nous avons vu un processus de contentieux où les candidats ont participé, qui ont rendu une opinion, et le conseil électoral a donné son avis et les résultats définitifs. Et moi, j'étais au Parlement l'autre jour. J'ai vu le président de la République et le président de l'Assemblée nationale féliciter M. Jovenel Moïse et tendre la main pour avoir une transition cohérente et vraiment à l'amicale, ce que je trouve très très sain pour le pays. Ok. Donc, d'accord. Mais les élus qui viennent de ces élections, donc les États-Unis n'ont aucun problème, généralement quelconque, contre ces élus. C'est pas aux États-Unis d'avoir quelque chose pour ou contre les élus. C'est le peuple haïtien qui va aux urnes et qui décide qui va être leur représentant. Ok. Pendant qu'on parle d'élus, et il y a monsieur Guy Philippe qui a été élu sénateur de la Gredance. Et que, comme vous et moi, nous savons tous que c'était le 5 janvier, il a été arrêté et transporté aux États-Unis. Qu'est-ce que vous savez de cette arrestation, de cet événement globalement? Et il n'y a pas de secret que les États-Unis étaient à la recherche de M. Guy Philippe depuis des années. Il a été soupçonné pour des crimes qui concernent le trafic de stupéfiants et le blanchiment d'argent. Alors nous avons demandé son transfert depuis des années. Alors ça a eu lieu le 5 janvier. Nous avons salué le professionnalisme de la PNH pour son arrestation, et il a été transféré aux États-Unis pour maintenant être devant la justice américaine. Quelle a été votre implication dans le processus de son arrestation? Pas spécialement autre que notre collaboration normale avec la police. C'est-à-dire que nous avons fait la demande il y a longtemps pour cela, et nous avons accepté de transporter et de prendre le détenu et de le transporter aux États-Unis. En 2004, M. Guy Philippe était déjà recherché par les États-Unis. Il était vu en Haïti comme un sauveur qui a délibéré le peuple contre la dictature de Jean-Bertrand Aristide.
Et M. Guy Philippe a été reçu à l'ambassade des États-Unis, a été salué par l'ambassadeur ou bien par l'ambassade des États-Unis. Mais pourquoi est-ce qu'à cette période ou à ce moment précis, il n'a pas été appréhendé, il n'a pas été arrêté tout simplement par vous qui le cherchiez? Bon, je ne peux pas vous dire comment ça s'est déroulé à l'ambassade en 2004. Je ne sais pas s'il a été salué particulièrement, mais ce n'était pas à nous d'arrêter M. Philippe, comme a été le cas le 5 janvier. C'était la police haïtienne qui a arrêté M. Philippe. Et pour nous, il était recherché à apparaître devant la justice américaine. Ce qu'il a fait avant ou après ne change rien à l'affaire. Nous considérons que tout le monde qui est recherché pour qu'il y ait un mandat d'arrestation doit apparaître devant la justice, doit être jugé pour les crimes dont il est soupçonné. Alors c'est ce qui s'est passé le 5 janvier. On aurait été aussi heureux de le recevoir il y a 6 mois ou 3 ans ou 5 ans, mais il a été arrêté par la police le 5 janvier et transporté aux États-Unis pour être jugé. Oui, mais un citoyen, un individu se trouvant à l'enceinte même de l'ambassade, est-ce qu'il n'est pas sur le territoire américain? Non, c'est souvent... Il y a dans les conventions diplomatiques, il y a certaines immunités et privilèges qui sont accordés aux ambassades, mais il n'est pas vrai qu'une ambassade est le territoire du pays. Notre ambassade est située à Tabar, qui fait partie d'Haïti, et notre ambassade fait partie du territoire haïtien. Ok. Et vous parlez de Guy Philippe comme un fugitif recherché dans votre note du 6 janvier 2017, le lendemain de l'arrestation. Mais vous n'avez aucunement mentionné qu'il est aussi sénateur élu de la Grand'Anse. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette... Est-ce que c'est volontaire pour cette omission ou est-ce que c'est une erreur ou quoi? Non, c'était une question de... Comme je l'ai dit, l'intérêt des États-Unis dans cela était l'arrestation de quelqu'un qui était recherché par la justice américaine. Pour nous, il était quelqu'un qu'on cherchait pour apparaître devant la justice. Ce qu'il était en dehors de cela ne concernait pas cette procédure judiciaire. Okay. Donc, pour l'extradition de Guy Philippe, donc, obligatoirement, je suppose que des formalités administratives ont été remplies entre l'État haïtien et les États-Unis d'Amérique. Donc, au nom du gouvernement des États-Unis, je suppose que c'est vous. Mais pour le gouvernement haïtien, qui a été le représentant, l'interlocuteur? Parce que jusqu'ici, on n'a encore aucune information qui est directement impliquée dans les signatures et pour que Guy Philippe soit extradé vers les États-Unis. Bon, en ce qui concerne les procédures, je pense qu'il vaut mieux que vous vous adressiez au ministère de la Justice pour avoir des détails, parce que c'est plutôt... Parce que normalement, c'est le ministère de la Justice qui devrait se charger d'un cas pareil. C'est eux qui seraient à qui vous devrez vous adresser, qui auraient les réponses à ces questions. Ok. Si Guy Philippe, chez vous, aujourd'hui, normalement, il doit être entendu encore une deuxième fois. Si le verdict condamne Guy Philippe, est-ce que les biens qu'il aurait mal acquis seront restitués à la République d'Haïti? Je n'en sais rien. Je ne suis pas expert judiciaire et j'imagine que ça dépendra du verdict, de décision du juge, mais c'est pas à moi qu'il faut adresser cette question. Ok. Et aussi, il y a une mésentente, une confusion, je dirais, dans l'arrestation de Guy Philippe. Parce que dans l'accord... Le 17 octobre 1997, l'article 2 dit que cet accord vise exclusivement
à mettre fin au trafic illicite par mer. C'est-à-dire que les patrouilles des États-Unis et aussi haïtiennes devraient être faites dans les mers territoriales haïtiennes. Mais est-ce que cela autorise les États-Unis à venir prendre quelqu'un à l'intérieur même du pays, sans toutefois, et je ne cherche pas à blanchir ou à voir est-ce que Guy Philippe est coupable ou pas, c'est pas ça. Mais est-ce que là, vous n'allez pas au-delà de l'accord qui vise vos patrouilles maritimes? Bon, je pense que de nouveau, il faut parler aux autorités haïtiennes pour comprendre les bases sur lesquelles ces décisions ont été prises. Plus généralement, ceci se situe dans une collaboration, dans ce cas-ci avec Haïti, mais qui est beaucoup plus générale avec plusieurs pays, surtout dans la région, pour la collaboration dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Alors, il y a plusieurs façons légales de faire le transfert d'un détenu d'un pays ou d'un autre. Et c'est dans ce cadre-là que nous travaillons avec Haïti et avec beaucoup d'autres pays dans notre lutte commune contre le trafic de drogue. C'est-à-dire tout ce que vous avez pu faire pour l'arrestation et le transfert, donc c'est à la responsabilité du gouvernement haïtien. C'était la police haïtienne qui a arrêté Guy Philippe et c'est le gouvernement qui nous a transféré le prisonnier, le détenu. Et comme vous n'avez pas beaucoup de temps et votre agenda est rempli pour cette visite, à quoi doit s'attendre le nouveau président Jovenel Moïse et le nouveau président Donald Trump dans les relations entre les deux pays? Je pense que l'avenir de nos relations est très prometteur. En fait, c'était une belle coïncidence que nous avons deux gouvernements qui arrivent en même temps, qui pourront établir des priorités ensemble et les grandes lignes de notre partenariat. J'ai parlé plusieurs fois avec le président élu Moïse depuis les élections. Il a de grandes idées et il est en train d'établir les priorités pour son équipe. On a parlé des possibilités de collaboration pour cela et je pense que pour notre administration, je pense que ça va prendre un peu de temps parce que, comme je l'ai dit, l'administration n'est pas encore en place. Il y a beaucoup à considérer dans la politique des États-Unis, mais vu les très bonnes bases, les relations fortes qui existent déjà, je pense que l'avenir de nos relations bilatérales sera très très bien, encore plus fort que jamais. Donc, merci, Monsieur Peter Mulwin. C'était un plaisir, un honneur de vous avoir sur ce plateau de Télé Capoise. Et au nom de l'équipe, au nom des Capois et au nom des Haïtiens en général, je vous souhaite encore une très bonne année 2017. Pour vous personnellement, votre famille, vos collaborateurs et pour vos concitoyens aux États-Unis et en Haïti et partout à travers le monde. Donc j'espère que votre mission aura la possibilité d'accompagner toujours le peuple haïtien, la population capoise en particulier, et pour que le lendemain meilleur que nous cherchions depuis très longtemps, on commence à avoir une lueur d'espoir pour le pays, pour les deux pays et pour nos relations en général. Donc je vous souhaite une très bonne année. Et au nom de... Vous parlez créole? Je comprends le créole, j'en parle un tout petit peu, pas beaucoup. Et si vous t'as dit deux petits mots ou bien quelques mots en créole, qui sont qu'a dit? Merci en pile, bonne année tout le monde nano. Bon, bonne année tout le monde nano. Donc merci à vous qui avez suivi cet entretien spécial avec monsieur Peter F. Mulwin, qui est l'ambassadeur accrédité des États-Unis d'Amérique en Haïti. Et au nom de Télé Capoise,
je vous souhaite une très bonne année 2017 dans la paix, dans la sérénité et surtout beaucoup de bonheur, bien que nous le cherchions depuis notre naissance. Mais espérons qu'à partir de cette année, nous ayons une lueur d'espoir pour ce bonheur tant recherché par chacun de nous. Merci et à la prochaine.